Petit mot sur We Are the World pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'ai fondé moi-même We Are the World il y a une vingtaine d'années maintenant. On fait du content marketing, de la production de contenu, de l'assistance éditoriale, de la refonte du site internet. Et on a un cercle vertueux qui suit en fait le trajet des contenus, c'est-à-dire que sur tout projet, on veut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe, c'est quoi les soucis, c'est quoi les problèmes, comment est-ce qu'on peut prioriser. Il y a toujours des questions budgétaires, des questions de ressources, des questions d'opportunisme. Donc, on veut d'abord comprendre et en fonction de ça, avec de l'analyse stratégique, concurrentielle, SEO, etc., on va pouvoir planifier. Et donc là déjà, donc vous voyez, tout ceci, ce sont des outils. Donc c'est vous dire si là j'en vais en présenter 3. Donc l'idée aussi en 2016, c'est précisément de faire des webinaires sur un outil à la fois pour voir un peu comment on peut les développer. Et donc regardez qu'on a 4 phases, même si en fait la phase comprendre et optimiser se ressemble pas mal parce que le test utilisateur, le web analytics par exemple, l'e-réputation, ce sont également des outils qui vous permettent de comprendre la situation. D'accord? Alors voilà. Moi, pour ma part, eh bien, je suis donc, comme je vous l'ai dit, Muriel van der Meulen. Donc, je suis la directrice de la boîte. J'ai fondé ça il y a une vingtaine d'années. Je suis une passionnée du contenu, au point d'avoir écrit en 2010 et réédité en 2014 Stratégie de contenu web, la revanche de l'éditorial. Si ça vous intéresse, il est au format e-book 10,99 €. Vous pouvez vous le procurer sur notre site internet et également sur notre blog écrirepourleweb.com. Je ne sais pas si vous le connaissez, il existe depuis 2006 quand même, ce blog. Et vous verrez quoi? Vous verrez en fait dans ce bouquin comment on met en place cette méthodologie en 4 phases, puisque tout y est décrit. Vous dire également que la stratégie de contenu, ça concerne tous les annonceurs, tous les niveaux, aussi les budgets, c'est-à-dire grands groupes ou pas. On a travaillé avec des petits, Félicie aussi, c'est une amie qui avait une boutique de déco vintage industrielle. On a eu du tourisme, Wallonie Bruxelles Tourisme, on avait Design Addict qui était un e-commerce d'antiquaires, très très chouette projet également, Dokios, une PME dans le LMS, Learning Management System. Et puis, évidemment, on ne vous présentera pas la FNAC, Lego, Fiskars, Touring, etc. Donc, voilà un peu l'idée. Et les 3 outils que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est quoi? C'est la matrice de positionnement, le calendrier éditorial et le gabarit éditorial. Alors, vous voyez, sur le côté, déjà, je vous mets pourquoi. Bonjour Marie-Hélène. Parce que la matrice de positionnement pour le retour sur investissement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer des contenus, produire des contenus sans avoir effectivement songé aux thématiques qu'on va aborder, à la manière dont on va aborder ces thématiques, les angles de traitement, eh bien on risque effectivement d'avoir une rentabilisation qui est moindre par rapport à un vrai positionnement, un contrat de lecture. Comme c'est mis ici, contrat lecture, c'est un peu comme un contrat de mariage, c'est une promesse, et cette promesse, en général, elle est basée sur également un inventaire de nos compétences, de notre valeur ajoutée, de notre proposition de valeur, et à partir de là, on regarde la concurrence pour voir ce qu'elle fait, on essaie de faire mieux, on essaie de voir ce qu'elle ne fait pas et de voir si c'est opportun de le faire. Et donc la matrice de positionnement, c'est le premier socle de votre proposition créative en brand content. Ensuite, on va voir le calendrier éditorial qui, lui, va assurer le retour sur attention. Donc ici, c'est le retour sur investissement, qu'on a tendance également à appeler d'ailleurs à ce niveau-là, le ROE, c'est-à-dire le retour sur effort. Pourquoi? Parce que c'est l'idée effectivement de ne produire que les justes contenus, c'est-à-dire ceux qui sont attendus par nos cibles en fait. Le brand content aujourd'hui c'est ça, c'est pas juste des contenus expérientiels ou des contenus conversationnels, c'est des contenus utiles, des contenus services. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, si vous voulez télécharger le PDF, vous pouvez le faire. Donc, je vous redonne encore le lien ici. Donc voilà, le calendrier éditorial va nous permettre, lui, vous allez voir qu'en plus la proposition que je vous fais, c'est plus un plan des contenus dans le temps. Il va vous permettre simplement de garder à la fois le contact permanent, de nourrir l'engagement de vos audiences et donc d'assurer effectivement tout ce qu'on appelle nurturing, donc de continuer à cultiver, alimenter les prospects et puis de continuer aussi évidemment
à plaire et à gratifier vos clients fidèles. Et enfin, on terminera par le gabarit éditorial qui, lui, va assurer le retour sur contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du livrable lui-même, c'est-à-dire du bien, d'ailleurs, je dis souvent, le contenu, ce n'est pas une commodité, ce n'est pas un produit, le bien, c'est un bien expérientiel, c'est un bien de consommation, le contenu. Et donc, l'idée, c'est de créer des gabarits, des sortes de modèles pour pérenniser, en fait, ce qui fonctionne bien, pour pérenniser aussi des contraintes qu'on va avoir au niveau SEO ou au niveau simplement du temps. Je pense notamment au fait que s'il est bon effectivement d'écrire 1 à 2 articles par semaine sur votre blog, sur votre webzine, on n'en a pas toujours le temps. Et donc l'idée, c'est évidemment de limiter la taille de l'article, de limiter le nombre d'articles pour capitaliser sur le contenu. Voilà les 3 outils qu'on va voir ensemble: matrice, plan, calendrier, gabarit. D'accord ? Alors la matrice, donc je vous l'ai dit, la matrice, elle sert à établir le contrat de lecture. Je vous donne un premier élément. Dans la matrice, déjà, il faut se dire qu'il y a toujours 4 types de contenus. Les contenus concurrentiels, les contenus essentiels, les contenus de niche et les contenus inappropriés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les contenus concurrentiels sont ceux que votre concurrence va également aborder. Ce qu'on appelle les marronniers, vous voyez tout le monde, les marronniers. Donc les marronniers, ce sont ces éléments récurrents en journalisme. Le 14 février, Saint-Valentin, les vacances de Pâques, les grandes vacances qui approchent, les impôts, la Noël, le salon de l'auto. Selon le secteur dans lequel on a toujours des marronniers. Donc on a les sujets récurrents d'une année à l'autre. Ce sont donc des contenus concurrentiels puisque ça concerne tous les acteurs, tous les annonceurs du secteur. Il faut en faire des contenus concurrentiels. C'est comme ça, effectivement, que vous allez aussi garder le contact avec vos audiences. Néanmoins, là où vous ferez sans doute beaucoup plus de la transformation, de la conversion, c'est sur des contenus essentiels. Les contenus essentiels, c'est des contenus qui vous ressemblent, qui font votre différence. Je vous donne un exemple, Fiskars, par exemple, qui est donc dans le domaine du jardinage, avec lequel on a travaillé. Il y a une concurrence énorme forcément en jardinage. Tous les blogs, tous les annonceurs qui vendent des produits de jardinage et des articles de jardinage ont un blog, ont un magazine papier, un magazine web, etc. Donc la question était, quand Fiskars nous a sollicité pour créer un calendrier et des articles de blog, c'est qu'est-ce qu'on fait comme contenu? Ce qui est parfois difficile, c'est que souvent le client nous impose les contenus, soit parce qu'ils sont simplement sur les actions marketing, soit parce qu'ils ont des idées. Mais ces idées émanent simplement d'une proposition créative, d'une bonne volonté, sans avoir effectivement en amont fait un véritable travail de positionnement et un travail aussi concurrentiel. Et bien sûr, Fiskars, on s'était rendu compte, par exemple, que des marronniers, évidemment, il y en avait beaucoup, des contenus concurrentiels, il y en avait beaucoup, parce que c'est toujours au printemps et en automne qu'on va devoir élaguer les arbres, tailler les rosiers, entretenir sa pelouse, les chemins également. Et donc l'idée était de voir comment on pouvait travailler sur du contenu essentiel ou mettre de l'essentiel dans du contenu concurrentiel. Et une des valeurs singulières de Fiskars, c'est quoi? C'est le fait que leurs outils sont très ergonomiques, sont très aussi résistants, sont durables, sont reconnaissables, ils ont ces manches orange en général. Et donc, ce que nous allons proposer du coup à Fiskars, c'est quoi? C'est d'aborder les marronniers, d'aborder les sujets de jardinage sous le prisme de l'utile, du bon geste et du bon outil pour le faire, ce que d'autres ne faisaient pas. Donc là où on avait par ailleurs effectivement des contenus avec comment élaguer ses arbres, comment tailler ses haies, comment émonder ses plants de tomates, on n'avait par contre pas une proposition du bon outil avec un croquis sur le bon geste, etc. etc. Donc ça, on l'a apporté, c'est du contenu essentiel. Oui, effectivement, Michael. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, Michael, c'est vous figer la photo. Hein. Vous voyez, vous figez ici en haut en allant sur ma vidéo et comme ça, vous aurez peut-être un petit peu de bande passante, un peu plus. Après, il y a les contenus de niche. Alors, les contenus de niche, c'est quoi? C'est des contenus qui vont s'adresser à un sous-segment de votre catégorie, de vos clients.
Si je reprends l'exemple de Fiskars, eh bien ma niche serait par exemple les tout jeunes apprentis jardiniers, c'est-à-dire ceux qui débutent et qui donc auront peut-être un niveau et des exigences moindres. Ça peut être également les jardiniers debout. Vous savez que c'est une tendance, les jardiniers debout. Ça peut être, avec plaisir Michael, ça peut être également les jardins urbains, des jardins de toit. Donc ce sont des niches, des sous-segments. D'accord? Et puis après, il y a les contenus inappropriés, qui sont parfois les plus difficiles à distinguer, les plus difficiles à identifier. Je vous donne 2 autres exemples pour être clair. On a travaillé dans le secteur de la cuisine, enfin on travaille toujours d'ailleurs avec des clients qui sont cuisinistes, donc ils fabriquent des cuisines. Et l'idée là, c'est quoi? C'est en fait de se dire, tiens, si je fabrique des cuisines, c'est pas pour autant que je dois proposer des recettes de cuisine. Pourquoi? Parce que la recette de cuisine en termes de retour sur attention, de retour sur contenu, elle n'est pas très 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 valorisable pour un cuisiniste, avec surtout la concurrentialité qu'on a. Le cuisiniste a beaucoup plus d'intérêt. Alors, soit effectivement, il fait des vraies recettes et ces recettes sont proposées par le chef qui anime une émission et l'émission de télévision Top Chef est meublée par le cuisiniste Xina Cuisine Plus en question. Et là, il y a un sens parce qu'il y a un storytelling et parce qu'il y a du storytelling même transmédia. Mais sinon, la recette de cuisine, c'est un contenu super concurrentiel. C'est pas ça qui va faire venir les gens sur le site internet alors qu'ils recherchent une cuisine, un mobilier de cuisine ou des idées d'aménagement de leur cuisine. En plus, quand on sait que, en général, les cuisines, on en change tous les 7 à 10 ans, c'est vous dire si la recette de cuisine, c'est mineur. Donc ça, ce serait vraisemblablement, dans un positionnement bien sûr, c'est un choix inapproprié. Autre exemple, on a travaillé pour le casino de Bruxelles. Oui, tout à fait, Kaoula. Pour le casino de Bruxelles, tous les contenus qui incitent au jeu, qui incitent à faire un mini casino chez soi, sont exclus, bien sûr, exclus, inappropriés. Alors, regardez ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire que plus vous êtes en fait dans les tendances, vous êtes dans des contenus concurrentiels, d'accord? Et bien souvent, la raison pour laquelle un contenu est inapproprié, c'est parce qu'il est concurrentiel, d'accord? Par contre, plus vous allez aller vers des contenus essentiels, des contenus de niche, plus vous êtes dans la différenciation, et donc plus effectivement vous êtes dans la singularité, vous aurez peut-être moins de trafic, vous aurez aussi moins de taux de rebond, sans doute, et plus de fidélité. Ça prendra en fait peut-être un peu plus de temps. Et donc, ça veut dire qu'en tout cas, il faut avoir effectivement une bonne stratégie. Et du coup, là, je vous fais un exemple. On va dire que vous ferez des contenus concurrentiels à 15%, des contenus essentiels à 60% de votre production et de niche à 25%. On peut, nous, vous faire un tel projet de contenu pour un blog, pour une newsletter à partir de 499 € et ça vous donne effectivement à peu près par grand ensemble une dizaine de thématiques générales avec des sous-thématiques pour vous donner de l'inspiration sur la base d'une étude SEO, sur la base d'une étude concurrentielle et évidemment sur la base d'un de nos métiers qui est la conception de dispositifs éditoriaux. Donc, premier outil très important, c'est Matrice. D'accord ? Autre aspect, autre outil très important également. Alors, ceci, c'est tiré d'un outil qu'on vend par ailleurs sur notre blog, dans la boutique de notre blog, qui s'appelle Comment construire des buyers persona, donc des profils d'acheteurs. Les buyers persona, vous voyez, c'est les profils de vos acheteurs, qui soient prospects et clients. Un outil très intéressant, donc, qui fait à peu près une trentaine de diapos, et dans laquelle on vous montre notamment on vous donne 7 slides. Alors ça, c'est un exemple qui est pris. Donc, vous avez des modèles qui sont vides et un modèle qui est complété pour vous aider à bien compléter ce guide de buyer persona. Autre aspect de votre matrice, donc, c'est comment vous allez construire vos contenus pour les 3 phases du trajet décisionnel de vos clients. On sait qu'en général, un prospect va d'abord être en phase d'attention, avant d'être en phase de considération et de décision-conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un premier temps, il va falloir avoir des contenus de sensibilisation, d'éducation. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Voilà. Si tu ne tailles pas tes rosiers en septembre, octobre, c'est quoi le problème? Ou
vous taillez vos rosiers en septembre, octobre, mais peut-être que vous ne le faites pas de la bonne manière. Et donc là, on va peut-être être dans la sensibilisation. C'est si on ne taille pas bien les rosiers, ils risquent vraiment de s'oxyder. S'ils s'oxydent, ils risquent vraiment de s'appauvrir, de ne plus croître, etc., etc. Donc, en fonction de la maturité du client, vous allez avoir effectivement des questions d'éducation, des questions de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut changer? Je donne un autre exemple. En B2B, en éducation, un thème serait le manque de liquidité est la première raison de faillite des entreprises en France. 80% des faillites sont dues à un manque de liquidité. C'est quoi le problème et comment y réagir? Et donc là, on est dans la phase d'attention. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les PME vont dire oh, mince alors, tiens, je ne me suis jamais posé la question. C'est vrai que je suis un peu raide là sur les liquidités. Est-ce que je risque vraiment une faillite? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Deuxième phase, considération, c'est effectivement qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Eh bien, il y a différentes possibilités. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise, par exemple, d'assurance crédit, vous allez montrer à votre utilisateur qu'il y a différentes possibilités. L'assurance crédit, le facturage, le rachat de factures, etc., etc. Et dans cette phase de sensibilisation, vous allez aider la PME à trouver les raisons pour lesquelles, effectivement, il y a des problèmes de liquidité, à tenter d'y remédier et de voir les moyens d'y remédier. Et donc, vous pouvez également là lister, énumérer tous les types de contenus pour cette phase-là précisément. Et enfin, au moment de la décision, lorsque votre prospect a effectivement une bonne vision des différents éléments qu'il doit prendre en compte pour choisir une solution, là, vous allez lui donner évidemment des contenus beaucoup plus sur mesure, c'est-à-dire les avantages, les bénéfices de votre solution pour eux. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement les convaincre de vous choisir vous. Et donc là, on est vraiment plus sur le discours de marque et sur des avantages solutions. On est aussi dans une communication plus sur mesure, custom, entre le commercial. Mais là, cet outil-là fait également partie de la matrice des contenus, puisque c'est d'énumérer les types de contenus que l'on va aborder sur le trajet décisionnel. Donc, vous pensez bien qu'en mettant cet outil et cet outil-là, donc quand là, vous allez avoir une dizaine de thématiques par type de contenu et qu'ici, vous allez lister au fond les vraies questions que vous allez vous poser autour de ces thématiques, on se retrouve avec un outil balèze. Et là, vous pouvez du coup travailler sur cet outil-là pour avoir un contenu général et en tout cas un angle général la première année, par exemple, ça suffit amplement. Ceci, on travaillera davantage, on verra sur des périodes de 3 mois, 6 mois. Vous pouvez le faire vous-même. Évidemment qu'on peut le faire pour vous également. Et du coup, on est plus ou moins dans les mêmes tarifications que ceci. Attention, il faut du coup avoir les bailleurs personnels. Autre et dernier outil essentiel selon moi dans la matrice des contenus, dans le plan des contenus, c'est quoi? C'est ceci qu'on va appeler à la fois contrat de lecture, charte éditoriale, vous lui donnez le nom que vous voulez, ça s'appelle également ici charte sémiologique parce que regardez qu'on a des images. Et donc l'idée c'est quoi? C'est à travers notre ligne éditoriale, parce que c'est bien d'avoir les sujets, c'est bien de savoir ce qu'on veut dire, mais il faut encore savoir comment on va le dire. Et donc là c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va retranscrire le sens, quelles sont les sources d'inspiration qu'on va avoir. Ouais, c'est justement ce que j'étais en train de me dire effectivement Cécile, parce que là je vois que ça mord un peu sur le bas, donc voilà ici. Et donc l'idée ici, c'est quoi? C'est donc les sources d'inspiration sur lesquelles vous êtes allés. Donc typiquement, quand on parlait de Fiskars tout à l'heure, c'est d'aller regarder d'autres magazines, d'autres blogs et webzines et de voir ce en quoi on s'est inspiré d'eux et ce qu'on a retenu de leurs bonnes pratiques et comment du coup on peut aussi à la fois s'en inspirer mais s'en défaire pour ne pas faire exactement la même chose. Et donc dans ce contrat lecture, on va avoir les concepts à traduire, le répertoire émotionnel à solliciter et les messages prioritaires à faire passer. Quand je vous dis que c'est un contrat de lecture, on est effectivement là-dedans. Et puis derrière, au niveau de la sémio, c'est-à-dire des images, on est aussi dans les images et les traces qu'on veut laisser et qu'on veut faire passer. Donc voilà un peu. Donc ici, c'est sur un e-commerce en montre chic d'occasion.
Et donc, c'était effectivement le mini contrat de lecture. Pareil ici, c'est vraiment un travail, il y a beaucoup plus de chartage, ça demande de nouveau du travail, minimum 3 à 4 jours de travail. Donc, on est de nouveau sur un investissement qui commence à partir de 499 €. Mais une fois qu'on l'a, celui-là, par contre, vous avez un vrai discours de marque. OK ? Le calendrier maintenant. Alors, le calendrier, plusieurs choses. D'une part, ça va assurer une certaine gouvernance au sens où vous savez la fréquence, la ventilation des thèmes, des call to action aussi, des incitants à l'action, des actions marketing et les marronniers. Donc, il y a une intégration en fait de vos actions marketing d'un côté, de l'aspect purement le côté, on va dire, contact permanent, la fonction fatigue, comme De Saussure l'appelait, la fonction fatigue du langage qui fait qu'on reste en contact permanent. Et puis, évidemment, les marronniers, c'est-à-dire les actions éditoriales, pardon, excusez-moi, je suis un peu distraite. Donc, les grands PM plus éditoriaux qui viendraient de vos contenus essentiels, donc qui vont être ceux-ci, d'accord. Les marronniers qui sont ici, les concurrentiels, ok. Et puis, évidemment, les actions marketing qui seront davantage celles-là dans cette partie-ci de vos contenus, ok, qui sont au fond vraiment des contenus d'aide à la conversion et à la décision. Alors, regardez un peu ce que ça donne. Un plan de contenu, un calendrier de contenu. Déjà, nous, on ne travaille plus du tout sur l'idée de faire des campagnes. On a des campagnes, c'est vrai, mais pas que. Pourquoi ? Parce que le gros souci, c'est qu'il y a une telle concurrence, c'est que vous faites une campagne et entre les campagnes, vous perdez le contact, vous n'êtes plus dans cette relation fatigue avec l'utilisateur et donc vous perdez des contacts qui vont à la concurrence parce qu'ils sont sollicités, qu'ils sont encouragés et qu'ils sont rétribués par la concurrence. Et donc, on est obligé effectivement d'avoir de manière permanente, sans spammer, sans exagérer, mais en tout cas cette capacité à rester top of mind dans l'esprit des gens tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'on a à la fois des campagnes, des mises à jour et des projets. Catherine, Cécile, je peux rezoomer un tout petit peu, vous pensez, ça ira? On teste? Là, c'est bon pour vous? Vous me dites. Parfait, super. Donc là, comment ça fonctionne? Alors, donc, 3 types d'actions contenues, on va dire. Les campagnes, les mises à jour et les projets. OK? Les campagnes, ça va être intéressant dans la phase d'attention. Vous vous souvenez, dans notre phase d'attention, ce qu'on avait là? Hop, attention, considération, décision. C'est peut-être pas tout à fait le même terme. Non, oui, il y a juste celui-ci qui change. Attention, considération, décision, conversion. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est les campagnes traditionnelles, vous les connaissez toutes, c'est des campagnes publicitaires et des campagnes commerciales. Donc là, on est effectivement beaucoup plus sur du faire croire au niveau de l'axe psychologique. D'accord? Sensibilisation. OK? Prise de conscience. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en général, ça dure plus ou moins 1 mois. OK? Intensité forte, puisqu'on a une forte couverture média qui sont bien souvent hors ligne et ciblées. Ça va être de la radio, ça va être de la télé, ça va être du RP derrière, et on a un seul contenu qui est répété. À côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle les mises à jour. Les mises à jour, c'est quoi? C'est on va surfer sur les contenus d'attention pour, au fond, aller plus loin et pour articuler plus des questions de considération. Il y a un problème ou il y a une solution, mais au fond, comment est-ce qu'on arrive à cette solution? Pourquoi est-ce qu'elle est correcte, cette solution? Pourquoi est-ce qu'elle me convient? Et est-ce qu'elle me convient? Et donc là, on est vraiment plus dans l'aide à la décision et on est dans du faire savoir. En général, nos articles vont être plus courts. Ça va être des articles de blog, ça va être des articles d'actualité, ça va être des posts Facebook, des tweets, des quiz pour faire du lead generation et acquérir effectivement de la data supplémentaire à celle qu'on aura eue ici. Et sur les mises à jour, là, je me suis trompée. Donc là, soyez vigilants parce que ce n'est pas juste. C'est plutôt les mises à jour qui sont permanentes et les projets qui durent 1 semaine à 3 mois. Donc, il faut intervertir, autant pour moi. En termes d'intensité, on est en intensité moyenne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, et là d'ailleurs vous pouvez même intervertir peut-être également, ça c'est à vous de voir, surtout en fonction des campagnes, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de campagne, eh bien vous serez sur une intensité moyenne, et quand il y a une campagne, vous serez sur une intensité basse pour les mises à jour, mais c'est quotidien. Donc c'est vraiment, quand je vous le dis, c'est l'article, le post Facebook, le tweet, et donc là on va travailler sur
un calendrier hebdomadaire où vous allez évidemment associer et vous allez pouvoir alterner les contenus qui sont proposés ici. D'accord ? Et on est évidemment sur des dispositifs surtout en ligne, voire même médias sociaux. Et quand je dis médias sociaux, je pense également au blog, à Pulse par exemple, aux articles sur Facebook qui fonctionnent très très bien quand on est d'ailleurs sur un e-commerce local, plutôt que d'ouvrir un blog. Essayez de travailler plutôt sur les articles Facebook, ça commence à bien décoller. On a 2-3 cas clients avec lesquels ça marche très très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? Enfin, les projets. Alors, les projets, ça, c'est vraiment pour la conversion parce qu'on est dans un document très utile, plus long, plus complet, plus complexe également, qui va vraisemblablement rassembler aussi des contenus qu'on aura eu dans campagne, quand je parlais de retour sur contenu. Y a-t-il justement des créneaux horaires propices aux posts Facebook ou aux tweets? Bien sûr, Kaoula, sauf qu'ils vont dépendre de votre secteur et de votre communauté à vous. Alors, il y a des outils, notamment moi sur Twitter, surtout quand on fait du RP, j'utilise un outil qui est canon, qui s'appelle Social Bro, qui n'est pas gratuit, bien sûr, ce serait trop beau, je pense qu'il y a un mois gratuit, qui vous montre quand il est bon de tweeter. Et puis sur Facebook, vous avez vos propres outils. Quand vous voyez la portée derrière, dans vos outils d'analyse de Facebook, ils vous le disent quand il est bon pour vous, effectivement, de poster sur Facebook. Et même pour votre blog, Kaoula, vous pouvez également, là, utiliser le Google Analytics pour voir les moments d'action et d'activité. Oui, c'est vrai, Clémence. Outsuite est pas mal du tout. En fait, je pense que j'utilisais beaucoup Outsuite avant, quand il était gratuit. Il est passé en payant. J'aime pas les fonds noirs. Je trouve qu'au niveau de la programmation des tweets par paquet, c'est pas top non plus. Alors du coup, Clémence, moi j'ai une préférence pour Sprout Social. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vrai? Bon, vous voyez, on a tous nos petites marottes. Sprout Social, moi j'aime bien, avec les graphiques en amont, le système de programmation derrière est très très chouette, le système des messages aussi que vous avez directement à disposition, l'intégration des fils RSS. Voilà, je pense que c'est vraiment une question de subjectivité. Donc, les projets. Donc, les projets, je vous donne un exemple sur les projets. Donc, on va avoir des livres blancs, des dossiers, des e-books, donc c'est des contenus plus longs. Vous allez me dire, Gabriel, moi je ne vais pas faire et des articles, et des livres blancs, et des... On peut très bien imaginer que sur les 6 à 8 articles que vous allez faire sur le mois, on les rassemble, on les édite un petit peu et on en fait un e-book ou un livre blanc. C'est aussi ça le retour sur contenu. D'accord? Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est effectivement d'avoir du coup des contenus en alternance. On va pousser le livre blanc, on va pousser des articles qu'on aura intégrés dans le dossier, un e-book qui date d'il y a quelques temps, mais qui fait partie du même projet de conversion, genre sur tiens, quelle solution utiliser quand on est une PME et qu'on a des problèmes de liquidité? Et où donc là, on va avoir géré les clients ou comment s'assurer que vos prospects et clients ne soient pas en défaut de paiement, c'est un premier e-book. Comment ou quelles solutions utiliser pour éviter les problèmes de liquidité, autre livre blanc, autre e-book, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est surtout de la communication en ligne avec un appui hors ligne, pourquoi pas? On peut très bien imaginer du RP traditionnel dans des médias professionnels quand on est en B2B, ou du concours, ou de l'insert dans les magazines, je pense au retail notamment, où on peut très très bien imaginer faire un concours, un insert dans le magazine papier, etc. Donc voilà, et ça aussi, on peut vous aider à le faire, puisque ce genre de plan-là a 3 mois, hein, puisqu'on est effectivement en général sur les projets, on est à 3 mois, on peut également vous aider à le constituer à partir de 199 €. Et puis il reste le gabarit éditorial. Alors le gabarit éditorial, lui, c'est quoi? Ça va servir à la fois de briefing, à la fois de concept et de charte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il existe un gabarit d'ailleurs sur notre blog également qui est assez bien foutu pour le coup, qui est un gabarit d'articles de blog. Et puis très très bientôt, je pourrai aussi vous montrer un autre outil qui est un outil en ligne, mais il n'est pas tout à fait prêt encore, qu'on est en train de développer. Et donc là, l'idée, c'est quoi? Donc, je vous expliquais, ce qui est très important, c'est d'essayer d'industrialiser votre contenu pour en conserver la plus grande qualité. Le problème, c'est que le contenu, ça coûte cher. C'est-à-dire que le ratio entre effectivement sa production et sa reproductibilité est trop faible. C'est pas comme un journal où vous avez effectivement le coût de production du journal est énorme, mais après sa reproduction coûte peanuts. Les bouquins, c'est pareil. Ici, en web, il faut vraiment faire attention effectivement à capitaliser un maximum en amont
sur le produit que vous faites, enfin sur le bien, puisque je vous ai dit que ce n'était pas un produit, le contenu. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On sait par exemple que votre balise title et balise description pour Google, vous voyez, ces deux éléments qui apparaissent dans les résultats de recherche, sont limités en nombre de caractères pour être propres et beaux. Ce n'est pas juste une question de référençabilité, c'est plus une question, on va dire, de marketing, c'est-à-dire qu'une belle balise title, une belle balise description dans Google, ça fait quand même meilleur effet, c'est plus teaser, c'est plus contenu d'appel que des micro-descriptions qui sont avec les 3 petits points et qui sont tronqués. Pour rappel, vous le savez sans doute, le title était limité à 56 signes, mais avec le mobile, le responsive, etc., on a tendance à plutôt opter pour du 35 à 40 signes, d'accord? La balise description, qui est également un peu le chapeau, on va dire, hein, celle-là, elle est limitée normalement à... Qu'est-ce que je viens de dire? Je me plante, moi? Oui, tout le monde me le dit. Le title, c'était 70 signes sur Google et on se limite à 35-45 signes. Tandis que la balise description, elle est à 156 signes à l'origine et on la limite à 130 caractères plus ou moins. D'autant que, comme Google, dans les résultats de recherche, a augmenté maintenant la taille des pixels des résultats dans les impressions, du coup, effectivement, il faut faire attention à ces signes historiques ici, ce nombre de signes, puisqu'il n'est plus valable. Alors, je vous donne un exemple ici. Donc là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un outil qui, en 7-8 pages, qui vous donne une méthode pour écrire un article optimisé. Donc, vous aurez le titre H1, le chapeau, qui sont repris d'ailleurs comme balise title et description. Et puis vous avez un paragraphe 2, titre H2 et un incitant à l'action. Ici d'ailleurs les champs sont verrouillés. Donc si vous regardez ici, c'est ça qui est pas mal dans ce gabarit. Le nombre de champs est verrouillé, vous voyez, comme ça vous êtes sûr d'écrire le bon nombre de champs. Donc c'est du PDF qui est éditable et vous pouvez effectivement l'utiliser pour produire vos articles de blog avec une bonne structure. J'irai même plus loin, ce que moi je fais en général, c'est qu'ici je vais par exemple traiter du quoi. Donc si on est sur le élaguer les arbres, donc ici je vais mettre élaguer les arbres en 3 gestes, les conseils fiscaux. Élaguer les arbres se fait 2 fois par an, comment le faire pour ne pas abîmer l'arbre, pour ne pas blesser les branches. Et puis ici je vais mettre par exemple élaguer les arbres, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que élaguer les arbres, c'est pas les tailler, c'est juste une taille effectivement de propreté. Et donc je vais expliquer d'abord le quoi, puis je vais expliquer à qui ça s'adresse. Vous êtes plus ou moins doué en jardinage, vous pouvez le faire. Si maintenant c'est de la vraie taille, attention, les jardiniers qui commencent auront tendance effectivement à avoir des doutes sur les types de branches qu'ils peuvent scier. Donc le quoi, à qui ça s'adresse, et puis après on va avoir le comment, le pourquoi, et on a un gabarit de plus ou moins 300-350 mots. Voilà comment on va travailler sur ce gabarit. Et donc là je vous dis, vous avez en plus, vous voyez bien ici, le guide vous donne également une infographie sur tous les éléments qu'il va falloir pouvoir reprendre dans un article pour assurer un retour sur contenu maximum, c'est-à-dire une vraie conversion du clic et de la fidélisation. En sachant bien en plus que ce genre d'articles, je vous le disais, on va typiquement les reprendre et les agréger pour faire des livres blancs, des dossiers, des newsletters, etc., etc. Et nous en avons terminé. Regardez-moi ça. Il est carrément 15 heures. J'ai réussi mon pari. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Anne, merci. Je ne suis pas peu fière. Y a-t-il des questions? Utile, Catherine, vous êtes contente? C'est pas mal ces outils, hein? Super. C'est vrai, Catherine, votre premier, never as good as the first time. Tant mieux. Je suis heureuse de ça. Tant mieux, Marie, chouette. Je suis contente. Super. Donc voilà, vous avez tous les éléments en main. On peut vous aider, je vous l'ai dit. Nous, c'est notre métier. On fait ça depuis 10 ans. On cartonne, on a des super bonnes idées. On a travaillé avec Lego, on a travaillé avec Fiscal. On travaille aussi avec des tout petits, notamment Félicie aussi, cette super boutique de déco industrielle. On a cartonné, on a eu des leads à n'en plus finir. Elle a très très bien vendu derrière parce qu'il y avait un vrai programme éditorial. Donc c'est vraiment super comme méthode, ça fonctionne. N'oubliez pas, la
plus grande valeur que vous donnerez à ces outils, c'est quand même votre créativité, votre intelligence, votre bon sens et de l'authenticité, et que ça colle bien avec les désirs de vos cibles, bien évidemment, d'où cette idée de faire d'abord un travail sur vos personas. Écoutez, Olivier, vous savez, c'est l'idée que simplement, on a de plus en plus de gens aussi qui nous disent c'est très très bien vos webinars, mais après, il faut encore pouvoir le faire. Moi, je n'ai pas l'inspiration. Et c'est à ça qu'on sert. Et donc, plus on le fait avec des clients, mieux on vous dit après comment le faire aussi. Mais effectivement, il y a un peu de placement de produits. C'est la moindre des choses, puisque ce serait malheureux qu'on ne fasse pas ce qu'on vous dit de faire, c'est-à-dire de vous vendre. C'était votre avis du jour et je vous remercie, Olivier. Ok, très bien tout le monde. Donc, je reste exactement, Stéphane, c'est tout à fait ça. Ah oui, parfaitement, Hélène. Là, typiquement, ce que je viens de vous montrer, c'est une méthode qu'on a utilisée pour le blog de Fiscar et pour le blog de Lego notamment. C'est également ce qu'on a utilisé pour une rubrique d'actualité en B2B pour 3 clients différents. Sans doute, Olivier. Je pense effectivement que nous devrons travailler ensemble. En tout cas, c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, Olivier, vous le savez, je pense que Gaëtan vous en avait parlé, qu'on a déjà travaillé également avec ces outils-là dans votre domaine à vous. Merci Stéphanie à vous, merci Hélène, merci Katia. Une bonne fin de journée à tout le monde. Tant mieux Marie-Hélène, vous n'avez pas perdu votre temps, c'est le principal. À bientôt tout le monde, je vous laisse. Ciao. Merci, au revoir.